Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième chapitre des cours commentés. Ce deuxième chapitre traitera des étoiles et des constellations. Si vous n'êtes pas au courant, déjà veuillez regarder, pardon, excusez-moi, hop, je replace le micro, veuillez regarder le premier chapitre. Sinon, si vous n'êtes pas au courant, je refais tous les cours commentés. Je le dis une dernière fois, hein, je refais tous les cours commentés pour avoir une meilleure qualité d'image et son. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va décrire vite fait les images. Euh, Avant de décrire les images, je voulais juste vous dire une toute petite chose. Euh, il y aura, entre guillemets, une suite de ce chapitre, beaucoup plus complexe, qui sera le chapitre 12, qui n'est pas encore disponible. Le chapitre 12 qui concernera pardon, attendez, pardon, qui concernera l'astrophysique nucléaire. Alors, l'astrophysique nucléaire, c'est une partie importante de l'astronomie et ça explique en gros le fonctionnement de toutes les étoiles, des galaxies, des nébuleuses. Et ça, c'est très complexe si vous voulez, et c'est pour ça que je préfère d'abord aborder ce chapitre sur les étoiles et constellations, et puis après aborder sur l'astrophysique nucléaire. Donc si vous tombez d'abord sur le chapitre de l'astrophysique nucléaire, veuillez d'abord regarder ce chapitre-là, avant de regarder celui sur l'astrophysique nucléaire, parce que sinon vous risqueriez de rien comprendre. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Bien sûr, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, j'ai juste ça à dire. Alors, attendez, j'enlève ça. Tac. Hop, ma souris. Allez, elle est là. Nickel. Donc c'est parti. Alors, donc c'est parti, on va commencer. Donc ici, c'est une nébuleuse, c'est la nébuleuse d'Orion, M62 du catalogue de Messier. Ici, vous avez sûrement reconnu le Soleil. Ici, c'est un amas stellaire d'étoiles. Ici, c'est une naine blanche. Et enfin, une naine noire. Alors, première partie sur les étoiles. Donc là, il n'y aura pas de coupure de deuxième partie, hein, ça sera tout dans une vidéo. Parce qu'avant, je pouvais faire que des vidéos de 15 minutes, et donc c'était, comment dire, comme je devais faire des vidéos de, comme je devais faire des vidéos de 15 minutes, il y avait sûrement deux parties, pas sûrement, c'était deux parties à chaque fois dans les vidéos, et donc c'était chiant, et je préfère faire tout en une partie, et donc là, ça sera le cas. Voilà, parce que je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes. Alors, attendez. Donc oui, première partie sur les étoiles, je crois que j'avais pas lu. Alors, une étoile est une boule de plasma dont le diamètre, plusieurs centaines de milliers de kilomètres, et la densité sont telles que la région centrale, le cœur, atteint la température nécessaire de l'ordre du million de Kelvin au minimum à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire, souvent composées d'hydrogène H et d'hélium He. Elles illuminent le ciel nocturne. Alors, attendez, je fais ça. Voilà. Alors, je vais pas vous expliquer le fonctionnement d'une étoile, puisque si vous voulez, ça sera le thème du chapitre 12. Donc, l'amorçage de réactions de fusion nucléaire, on verra ce que c'est une fusion nucléaire, comment elle se produit, on fera des calculs, tout ça dans le chapitre 12. Donc voilà, si vous voulez regarder le chapitre 12 juste après celui-là, c'est complètement faisable, il n'y a pas de problème. Et d'abord, je vous conseille d'abord de regarder celui-là. Donc ici, vous avez le Soleil qui produit des réactions de fusion nucléaire toutes les secondes, plusieurs fusions nucléaires toutes les secondes, et ici vous avez les étoiles qui brillent dans le ciel. Une étoile se différencie d'une planète car celle-ci reflète sa propre lumière grâce à l'hydrogène qu'elle consomme, tandis que les planètes réfléchissent la lumière du Soleil. Pas de Soleil, pas de planète visible, même la Lune. C'est ça en fait, si vous voulez, qui différencie deux types qui différencie les planètes et les étoiles. Si vous voulez, les planètes, c'est un corps céleste, un astre, qui ne produit pas sa propre lumière. Il n'y a aucune source d'énergie qui peut se produire à l'intérieur d'une planète qui est capable de la faire briller. Si vous voyez une planète briller quand vous la regardez au télescope, c'est grâce à la lumière du Soleil. Vous pouvez de temps en temps voir des phases, des petites phases, par exemple de Vénus, surtout de Vénus, et ben c'est justement à cause du Soleil, à cause de la rotation de la planète autour de celui-ci. Donc ici, voilà, je vous ai fait un petit schéma clair, hein, la lumière du Soleil qui se réfléchit sur la Terre, qui fait briller justement, pardon, qui fait briller la Terre, qui fait briller les planètes. Et la différence d'une étoile, c'est qu'il y a c'est les réactions. Hop, je replace ça.
c'est les réactions nucléaires qui produisent... Ah mince, attendez. Le micro il s'est barré. Le micro il s'est barré. Voilà. Pardon. Je replace mon casque. Voilà. Je recule un peu le micro parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop fort. Alors, la différence d'une étoile, c'est que l'étoile elle produit elle-même sa propre lumière. C'est grâce aux fusions nucléaires qui se passent au cœur de l'étoile. Voilà. La chance! Dans notre système solaire, le Soleil expulse du plasma chargé de protons et d'électrons, ça s'appelle le vent solaire, qui sont déviés par le champ magnétique de la Terre et nous offrent... Ah, excusez-moi, c'est le micro à chaque fois. Champ magnétique de la Terre et nous offre au pôle des aurores boréales. Chapitre 9. Pas de chance, sur Mars les vents solaires détruisent toute son atmosphère comme sur Mercure, mais étant plus proche du Soleil, Mercure n'a pas d'atmosphère, tandis que je crois pas que Na ça s'écrit comme ça. C'est pas grave, je peux plus le refaire. L'atmosphère, tandis que sur Mars, plus éloigné, voilà, ça s'écrit comme ça. N'a qu'une atmosphère très fine qui a peut-être fait évaporer l'eau à sa surface, qui est maintenant sous forme de gaz. Expliqué au premier chapitre. Donc là, vous avez des aurores boréales au pôle sur Terre. Voilà. Que au pôle, hein, parce qu'au pôle, il y a une atmosphère fine, c'est pour ça. Il y a une atmosphère plus pure qu'au niveau de l'équateur. Donc ça, encore une fois, allez voir le chapitre 9. Donc, vous voyez l'image très de mauvaise qualité d'ailleurs. Donc le vent solaire qui arrive. Ici, il y a le champ magnétique de la Terre produit grâce au noyau. Le vent solaire est dévié, vous voyez, et expulsé de l'autre côté. Ou des fois, il peut revenir, quelques particules peuvent revenir. Qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, descends. Excusez-moi, c'est le chat. Bref, et arrive au pôle pour former des aurores boréales. Il y en a, je sais pas si on va le voir. Il n'y a pas que des aurores boréales sur la Terre, il y en a aussi sur Saturne et sur Jupiter et sur d'autres planètes, je pense. Mais pas sur Mercure, Vénus. Vénus, si, je crois que si, mais pas sur Mercure ni sur Mars. Parce qu'une atmosphère beaucoup trop fine, comme je vous expliquais avant. Une étoile naît principalement dans une nébuleuse, amas d'étoiles, lors du Big Bang. Après quelques heures, le système solaire était... Lors du Big Bang, après quelques heures, le système solaire était une nébuleuse. Pardon. Comme tout astre, une étoile vit et meurt. Nous allons voir toutes les étapes de la vie d'une étoile. Donc là, c'est synthétisé hein, et beaucoup plus développé dans le chapitre 12. Je vous rappelle à chaque fois pour le chapitre 12, mais ça, c'est si vous voulez... ça, c'est si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur le sujet, si vous êtes plus intéressé par les étoiles. La suite, en gros, beaucoup plus complexe, c'est dans le chapitre 12. Mais je pense pas qu'il sera encore... je sais pas s'il sera disponible en ce moment, mais en tout cas... Au ce moment que je vous parle, je ne sais pas s'il sera disponible, mais en tout cas, il le sera bientôt, et vous allez pouvoir le regarder. Donc ici, c'est la nébuleuse de l'œil de chat, juste là, très belle nébuleuse. Donc, une étoile, donc là vous avez le schéma classique. Alors, c'est synthétisé encore une fois, hein. Donc ici vous avez la nébuleuse où il y a un amas important de gaz. Ce gaz peut se condenser dû à la gravitation. Ça va former une source lumineuse, et cette source lumineuse, ça sera le premier scintillement de l'étoile. Ensuite, la gravitation va prendre le dessus et va former une condensation de l'étoile, et l'étoile va grossir et naître. Donc ça serait une toute petite étoile, ça serait une petite étoile après, comme ça, ou ça peut être une supergéante, ou ça peut être une étoile ici comme Rigel. Donc elle va faire sa vie, elle va faire son boulot, ce qu'elle a à faire. Si vous voulez, la vie d'une étoile, c'est un balancement entre la gravitation et l'énergie de l'étoile. Si l'étoile brille, si l'étoile brille comme ceci, si elle produit de l'énergie, c'est pour survivre à une force qui réside partout dans l'univers, même sur Terre, qui s'appelle la gravitation. Si plus l'étoile est bleue, c'est-à-dire plus elle est chaude, et plus elle va consommer de l'énergie, donc plus de lumière, et moins sa durée de vie va être trop longue. Si c'est une étoile moyenne comme le Soleil, par exemple, euh, euh, elle va pas produire beaucoup d'énergie, mais elle vivra un peu plus longtemps, puis après, etc. Vous avez compris. Donc c'est un combat perpétuel contre la gravitation, parce que la gravitation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait effondrer l'étoile sur son cœur. C'est ce qui se passe lors d'un trou noir ou d'une supernova. Je vous expliquerai ça après. Donc pour survivre, l'étoile doit produire de l'énergie grâce à la consommation de son hydrogène. Après, elle va consommer des éléments plus lourds,
Donc le Soleil, il a la moitié de sa vie, à 4,5 milliards d'années, à peu près. Il a la moitié de sa vie, donc il produit toujours de l'hydrogène. Au bout d'un moment, il produira un élément plus lourd qui s'appelle l'hélium, la consommation de l'hélium va au bout d'un moment s'épuiser et il va commencer à consommer des éléments beaucoup plus lourds. Ces éléments beaucoup plus lourds, qu'est-ce qu'il va faire à la surface? Eh ben, ça va le faire grossir, une géante rouge. Il va grossir, il va grossir, il va grossir. Il va gober, il va gober Mercure, Vénus, la Terre, peut-être aussi Mars. Et aussi, donc là on le sait, hein, le Soleil n'est pas assez massif, donc ce qui se passera, c'est qu'il deviendra une naine blanche et enfin une naine noire et s'éteindra à jamais. Donc il est impossible pour une étoile de renaître à partir, euh, d'une naine noire. Une étoile, c'est un peu comme un phénix. Je vous expliquerai juste après dans le cas des géantes, des étoiles de type Bételgeuse ou de Rigel, ou d'Antares ou de Aldébaran, etc. Donc j'ai fini mon explication. Donc c'est un combat perpétuel entre l'énergie et la gravitation. Au bout d'un moment, donc, comme je vous ai expliqué, elle produira de plus en plus d'énergie, ce qui va la faire grossir. Elle va consommer des éléments plus lourds, le carbone, le silicium, le magnésium. Et au bout d'un moment, bah, la gravitation va quand même gagner. Et ce qui va se passer, c'est que l'étoile va devenir massive et la gravitation va faire effondrer l'étoile en son cœur. Et au bout d'un moment, l'étoile va grossir, va grossir. Et vous savez, c'est comme un ballon de baudruche. C'est-à-dire que quand vous soufflez dans le ballon de baudruche, vous n'allez pas souffler à l'infini. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passera, c'est que ça va exploser dû à l'air qui pousse les parois du ballon à l'intérieur. Bah, une étoile, c'est pareil. Une étoile, c'est un ballon de baudruche qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Quand il gonfle, c'est sa vie. Et l'air, c'est la gravitation, en gros, si vous voulez concrètement. Et au bout d'un moment, la gravitation va prendre le dessus. Comme sur un ballon, si vous soufflez trop, ben, il va exploser. Et ben là, c'est la même chose. Au bout d'un moment, l'étoile ne pourra plus contenir la gravitation qui est à l'intérieur d'elle. Et elle va s'effondrer sur elle-même et exploser en supernova ou des fois en hypernova. C'est rare, hein, c'est pas des étoiles plus massives qui va éjecter une quantité astronomique, pardon, qui va, qui va éjecter une quantité astronomique de gaz dans l'espace, comme ici vous le voyez, ici tout ça c'est le gaz de l'étoile. Alors après on peut connaître par exemple de la constellation du Crabe, la nébuleuse du Crabe, on peut connaître les différents composants de l'étoile grâce aux nuages, parce que les différentes couleurs du nuage, bah, ça nous donne les différentes compositions que contenait l'étoile, du magnésium, de l'hydrogène, etc. Et une étoile est composée de, je sais pas combien de pourcents, mais est composée de plus de 50% en tout cas d'hydrogène. Mais au bout d'un moment, cet hydrogène, comme je vous l'expliquais, il va s'épuiser et l'étoile va commencer à consommer des éléments beaucoup plus lourds. Alors après, donc ensuite, c'est en supernova ou en hypernova. Ma souris, elle arrête pas de disparaître, ça m'énerve. En hypernova, et après, en trou noir. Euh, un trou noir, donc voilà, c'est ça, c'est un aspirateur cosmique en gros, qui va aspirer tout ce qui est autour, même la lumière. Et à l'intérieur, à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y a, personne ne sait ce qu'il y a. Il y a des hypothèses, hein, mais personne ne sait ce qu'il y a. En tout cas, il n'y a rien. C'est le vide absolu, le noir complet. Il Faut mieux pas être proche d'un trou noir. Euh, vous voyez qu'une supernova peut créer d'autres étoiles parce que vous voyez, ça fait du gaz. Des fois, si l'étoile elle est pas assez massive, ça reste juste en supernova, ça fait voilà des débris comme ça fait une nébuleuse, comme la nébuleuse du Crabe ou comme la nébuleuse d'Orion. Et ce qui peut se passer, c'est comme au départ, c'est que dans cette nébuleuse, il peut re-avoir une condensation de gaz et de poussière et recréer une nouvelle étoile à partir d'une étoile déjà morte. En gros, pour synthétiser, les vestiges d'une étoile, c'est-à-dire la supernova ou les hypernovas, pardon, les vestiges d'une étoile peuvent créer la naissance d'autres étoiles moins massives ou encore plus massives. Voilà, en gros. Donc dans le ciel nocturne, les étoiles ont des couleurs différentes, voyons une échelle de couleurs. Alors, donc ici c'est la loi de Wien, je crois que ça se dit Wien ou Vienne, Wien. La loi de Wien en longue classe, c'est la loi de Wien tout simplement. Alors je vais vous expliquer après ce que c'est la loi de Wien. La loi de Wien, c'est, je sais pas si je crois qu'on le voit après, sinon je vous expliquerai. Ici, vous avez une échelle des couleurs d'une étoile dans le ciel. Donc une étoile, bien sûr, c'est pas vert, hein. Là, ça va ici et là, hein. Donc là, c'est la longueur d'onde. Donc vous voyez, donc je pense que vous comprenez ce schéma, qui n'est pas très compliqué. Là, vous avez la température en Kelvin. Vous pouvez le convertir en degrés Celsius en faisant moins 270. Donc ici, vous avez la température en Kelvin. Donc vous voyez qu'une étoile chaude a une longueur d'onde moins, a une longueur
a une longueur d'onde faible, proche de je sais pas ce que c'est de l'autre côté, je crois que c'est l'infrarouge, il me semble. Non, c'est l'ultraviolet, je crois. Ultraviolet. Proche de l'ultraviolet, en dessous de 400 nanomètres, qu'une étoile froide a une longueur d'onde beaucoup plus importante, mais à une température, vous voyez, plus faible. Le Soleil se situe 6000 Kelvin, ici à peu près, hein, dans ces eaux-là. Donc le Soleil a une longueur d'onde à peu près de 650. La longueur d'onde, ça se dit lambda, et c'est en nanomètres. Donc là, vous avez le Soleil, voilà, hein, avec les protubérances, les taches solaires. Donc les taches les plus jaunes, c'est les taches les plus chaudes, et les taches les plus noires, c'est les taches les plus faibles. C'est pour ça qu'une tache solaire, c'est après une éruption solaire, et une tache solaire, c'est beaucoup plus froid que la surface solaire. Voici deux exemples. Le Soleil, couleur rouge, étoile froide. On peut aussi ajouter qu'une géante rouge est une étape de refroidissement de l'étoile, comme je vous ai expliqué. Rigel de la constellation d'Orion est une étoile chaude car elle a une couleur bleue. Voilà, bleu qui tend vers le blanc, hein. Donc là, vous avez Bételgeuse ici et Rigel juste en dessous avec la ceinture d'Orion et au centre la nébuleuse d'Orion avec le nuage d'Orion juste au-dessus ici. Et là en dessous, faut pas confondre, hein, la nébuleuse d'Orion c'est pas tout ça, c'est juste la partie inférieure. La partie supérieure c'est ce qui s'appelle le nuage d'Orion. Et là, les trois étoiles alignées s'appellent la ceinture d'Orion. Et normalement ici on voit les étoiles du bouclier d'Orion, mais c'est pas ce qui est le plus important. Voilà. Mais sinon, là l'image elle est pas assez haute. Mais cette étoile-là fait partie du bouclier d'Orion. Et une petite légende comme ça, non, pardon, la constellation d'Orion fera toujours face au taureau, la constellation du taureau. J'essaierai je vous montrerai après sur Stellarium, on ira sur Stellarium juste après et je vous montrerai pour finir ce cours, je vous montrerai ça. La constellation d'Orion fait toujours face au taureau, parce que dans la légende, le guerrier Orion combat le taureau. Voilà, je vous montrerai ça après avec les dessins et tout. Et là ici vous avez le bouclier d'Orion qui est là, pardon. Et il me semble que Orion porte aussi une sorte de peau de tigre. On verra ça après, ne vous inquiétez pas, on ira sur Stellarium juste 2 petites minutes à la fin de ce chapitre. Alors, pour finir avec cette première partie, les étoiles les plus proches de nous sont donc le Soleil, une unité astronomique, vous savez, hein, 150 millions de kilomètres, Proxima du Centaure, 4,22 unités astronomiques, 56 ans à peu près, pour que la lumière aille sur Proxima du Centaure, hein, d'accord. Les étoiles les plus brillantes du ciel sont le Soleil et Sirius. Donc là, vous avez à droite pardon, le Soleil et à gauche Sirius, de la constellation Alpha, K, Alpha, K, attendez, euh, euh, ouais bon bref, Alpha du chien, du grand chien. Canus, Canos, Major, un truc comme ça. Voilà. Si vous le savez, hein, dites-le moi. Un truc comme ça. Finalement, maintenant que nous savons un peu plus sur les étoiles, le Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années grâce au Big Bang. Il nous réchauffe et il nous détruit. Il nous détruit n'importe quoi. Il nous réchauffe et nous a donné la vie, mais il peut aussi la détruire. Dans environ 4,5 milliards d'années, il aura épuisé toutes ses réserves et deviendrait une géante rouge et détruira toutes les planètes du système solaire. C'est comme ce que je vous ai dit. La seconde partie sur les constellations, c'est parti. Alors une constellation est un ensemble d'étoiles qui constitue en une part votre signe astrologique. Prenons par exemple la Vierge. Donc si un astrologue remarque Vénus dans la constellation de la Vierge, cela signifie par exemple que votre journée sera joyeuse. Voilà, c'est en gros, hein, c'est un exemple. Alors au contraire d'un astrophysicien, lui va plutôt en déduire qu'il n'aura pas à chercher la planète car elle sera cette nuit dans la constellation en question. Bien entendu, une planète ne fait pas partie d'une constellation car celle-ci est mobile tandis qu'une étoile n'est pas mobile. Alors, qu'est-ce que je veux entendre par là? Si vous avez un peu regardé le site, vous avez vu sûrement les observations célestes. Alors, qu'est-ce que les observations célestes? C'est en gros, dans quelle constellation euh, ou proche de quelle constellation euh, l'étoile se situe en gros. Ça veut dire qu'en gros, je vous donne le nom de l'étoile, n'importe quoi, le nom de la planète, et à côté de, pardon, et de quelle constellation elle se situe. Donc voilà, donc ça vous permet, si vous connaissez la constellation, de repérer facilement la planète. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Pour finir avec ce chapitre, quelques exemples de constellations. Donc vous avez la constellation d'Orion avec Bételgeuse, Salphe, Orion Nebula, voilà, juste ici, Rigel. La constellation d'Orion, c'est ça ce que je vous parlais, vous voyez. Là vous avez le glaive, enfin vous avez le bâton, et là vous avez son bouclier en peau de tigre, je crois, normalement. Et ce bouclier, vous voyez, il fait face au lion, ici, au taureau qui est normalement dans cette zone-là. Je vous montrerai après. Le dragon, très belle constellation, ici. Et enfin, le scorpion, juste en dessous. Donc les sources, Wikipédia pour les images et Google Images, comme d'habitude, pour les images. Voilà, bon, écoutez, on se retrouve de suite sur Stellarium pour justement pour l'explication, enfin, pour vous montrer en gros. Voilà, allez, à de suite. Et re tout le monde, donc on est sur Stellarium. Et donc comme je vous ai dit il y a quelques instants, je vais vous montrer justement ce que je voulais vous montrer. Alors, on va chercher Orion. Orion, 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 Orion. La... Donc la Lune n'est pas loin de Mars. Donc là, je vois la Lune de ma fenêtre. Je me dis qu'il y a Mars pas loin. Bref, on n'est pas là pour ça. Moi, ça me fait toujours quelque chose. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je suis sur Stellarium et que je vois par exemple la Lune et Saturne juste à gauche, je regarde ma fenêtre et je me dis, eh ben, s'il y avait un peu moins de lumière dans la ville, je pourrais au moins voir Saturne. Et c'est ça qui me fout un peu de boule parce que moi, je suis tellement passionné d'astronomie que dès que je vois ça, j'ai qu'une envie de sortir mon télescope et d'y aller dehors et de regarder ça pendant des heures et des heures. Moi, je suis capable, si vous voulez, de rester regarder justement le ciel comme ça pendant des heures. Quand il fait vraiment très très beau la journée, généralement la nuit, on a un super beau ciel étoilé et quand on est en montagne, pardon, quand on est en montagne, euh, c'est voilà, on a ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment absolument très joli. Alors, donc Orion, tu es où ma petite Orion? Ah, t'es là. Regardez. Là, là, vous avez Orion. Et qu'est-ce qu'on voit ici, Aldébaran? Eh ben, voilà. On va mettre le nom ainsi que, voilà. Vous voyez le guerrier Orion avec sa massue, et son bouclier en forme de tigre, vous voyez, eh ben, fait face au taureau. C'est-à-dire qu'dans la mythologie, le Orion, le guerrier Orion, combat le taureau féroce. Si je vais essayer de rester sur, je sais plus comment on fait. Je vais faire tac, le débat. Voilà. Je vais passer le temps et vous allez voir que tout le temps, vraiment tout le temps, quand Orion est dans le ciel, et bien tout le temps, elle fera face au taureau. Regardez bien. Plus à des positions différentes, hein, mais regardez bien, elle fera toujours face au taureau. Attendez si j'arrive. Voilà. Donc là, on monte. Voilà, vous voyez, toujours face au taureau. Alors pourquoi ça fait ça? C'est par rapport à l'inclinaison de la Terre. Vous voyez. Là, j'ai fait avancer le temps. Vous voyez. Et là, vous voyez, les deux constellations ne bougent pas. Vous savez pourquoi elles ne bougent pas? Parce que c'est deux constellations d'hiver en fait. D'été. Autant pour moi. Orion, c'est une constellation d'été. Hein. Orion et le taureau. Et la passion du taureau, pardon. C'est deux constellations d'été qui sont alignées sur un même. Qui sont alignés. On va arrêter. Hein. Qui sont alignés sur la zine zodiacale, je crois que ça s'appelle. Et, et c'est pour ça qu'on peut tout le temps les distinguer les deux. C'est-à-dire que dès que vous avez Orion, généralement à côté vous avez le taureau. Et pas généralement, je dis n'importe quoi. Tout le temps. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous aurez la constellation du taureau à droite. Jamais à gauche, tout le temps à droite. Voilà. Alors écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire hein, par rapport aux constellations. Si vous voulez en savoir plus sur les constellations, il y a une simulation sur Stellarium, la 7. Hein. Bon, bah, voilà. La simulation de 7. Et puis, ouais, donc voilà. Voilà, j'ai tout ce que je voulais. J'ai. Ah, 1, 2, 3. Je crois que j'ai. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, ça on passe. Bon, bah voilà. Attendez, je réfléchis quand même. Ouais, donc voilà. Attendez, ouais, non, non, bon, voilà. Non, voilà, bah j'ai tout dit. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur Stellarium. Hein. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un autre chapitre. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à voir le chapitre 12 juste après celui-ci s'il est disponible. Bien sûr, s'il est disponible. Hein, pour en savoir plus sur ces merveilleux objets de l'univers qui sont les étoiles. En tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Allez, salut tout le monde.